ma perplexité sur les autres. En fait, c'est le plus important. Vous avez vu, le plus important, c'est la capacité qu'on a à créer du lien et à faire une synthèse. Dit autrement, il vaut mieux une sommation de gens moyens dans leurs compétences, mais certains de leurs compétences et de leurs limites capables d'être collaboratifs et de s'entendre, plutôt qu'une vedette entourée d'esclaves. Et c'est un peu ça, les autres. Et quand on parle d'urgentiste réanimateur, pour ceux d'entre vous qui avaient une double pratique, quand je suis en réanimation, je trouve inacceptable qu'un urgentiste appelle au bout de 6 heures d'un patient pour lequel on aurait pu optimiser la prise en charge. En contrepartie, aux urgences, c'est inacceptable que le réanimateur dise « Écoute, mon gars, j'ai pas de place, débrouille-toi ». On sent bien qu'il y a une anticipation. Et d'ailleurs, c'est notre boulot. Et qu'est-ce qu'un bon urgentiste et qu'est-ce qu'un bon réanimateur? C'est un collègue qui est capable d'anticiper les problèmes. Et notre quotidien en réanimation, c'est d'anticiper les problèmes. Bon, donc vous voyez, on va assez vite. Alors, les autres acteurs. Bon, pas de conflit d'intérêt sur ce sujet. Bon, tout est un peu lié au décès évitable. Alors, il y a des modèles très intéressants thérapeutiques où on sait qu'une relation entre l'action thérapeutique et la mortalité. On a des modèles organisationnels où on sait qu'une relation entre pronostic et prise en charge. Reverse Rigorous Therapy, Surveillance Assist Campaign, c'était aux urgences, Reverse. Intéressant quand même. 4T centrale, SCVO2, etc. Bon, on en est peut-être un peu loin sur l'overcrowding, surcharge, enfin full, sur full. Mais bon, l'idée, c'est que le modèle traumatologique est un bon modèle pour approcher la difficulté qu'il peut y avoir à faire travailler les acteurs ensemble sur un patient dit réanimatoire. Et la remarque, c'est qu'en France, nous n'avons pas, en tout cas sur le dernier PubMed d'hier soir, de travaux qui sont publiés là-dessus. Et je pense qu'il va être temps maintenant de faire du collaboratif à ce sujet. La plupart des travaux sont anglo-saxons avec les difficultés qu'on a de transcription de modèles qui sont pas homogènes aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, mais un peu différents d'une autre. Alors vous savez, tout est lié au décès évitable. Il y a ceux qui meurent, on aurait pu l'éviter sur de la prévention, c'est un autre débat. Et puis ceux qui meurent au déchoc, traumato ou autre, et là on aurait pu l'éviter parce que la prise en charge est estimée perfectible. Et vous voyez, dans ce travail qui est assez significatif, qui est de la traumatologie, ce sont des patients qui sont tous analysés, et je pense qu'on doit systématiquement, et ça n'est pas le cas, analyser en termes de revue de morbimortalité nos patients qui sont morts au déchocage. Je crois que c'est un critère vraiment fort. Alors vous êtes peut-être tous dans la salle, mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Et là, c'est du légiste, on n'en a pas. Mais le CT scan, enfin le scan post-mortem est un outil majeur. Il vous montre un pourcentage assez faible d'individus pour lesquels le label d'expert a dit aux flûtes, on aurait pu éviter l'hémorragie. Et globalement, ceux qui sont, quand ça tombe sur vous, c'est plutôt désagréable, c'est de l'hémorragie, enfin, on aurait pu éviter le décès, pardon. Et ceux qui vont mourir d'un décès dit évitable, c'est de l'hémorragie, ça ne vous surprend pas. Et c'est jamais que le diagnostic n'est pas fait, ou très peu, je vous ai mis là les causes. C'est la plupart du temps, on a sous-estimé, et flûte, on s'est fait surprendre par un délai inapproprié. J'ai vu que le robinet coule, mais malheureusement, je ne l'ai pas fermé assez vite. Je résume. Et à chaque fois, c'est lié à des problématiques d'organisation. Avec deux items qui sortent vraiment, c'est un leadership inefficace, ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a un chef d'orchestre qui va avoir du mal à faire travailler les acteurs autour de lui, et globalement une coordination imprécise, on va y revenir. Très joli papier, tu en as parlé, là c'est les Brésiliens, Porto Alegre au Brésil. C'est intéressant parce que le concept de Medical Emergency Team, c'est plutôt une équipe qui se déplace pour aller faire de l'urgence intra-hospitalière. Et ça, c'est un enjeu majeur, l'urgence intra-hospitalière, dans des hôpitaux où le réa peut se permettre de dire « je ne vais pas m'occuper du patient dans l'étage parce que je n'ai pas de place ». Alors, je ne juge pas. Je dis juste que ça ne peut pas être un ping-pong entre l'urgentiste. C'est que là, par exemple, voilà un moyen de convergence entre nous pour demander qui va gérer dans les étages et qui montre que, pour une réanimation, donc un patient réanimatoire, qui n'est pas là aux urgences, mais qui est en situation aiguë, qu'on pourrait imaginer à la sauve, le fait de retarder à appeler les gens compétents pour faire. En l'occurrence, c'est une équipe de médecins et d'infirmiers, et retarder dans ce travail, c'est 30 minutes. A une vraie incidence sur la mortalité avec un COX. Alors en abscisse, vous avez les jours, en ordonnée, vous avez la survie. Il y a donc une vraie différence de survie, selon que pour un patient réanimatoire, dans un environnement non réanimatoire, les gens sur place est appelé en plus ou moins 30 minutes. Et croyez-moi, les gens sur place, c'est plutôt les médecins qui avaient du mal à appeler. Alors, je transpose ça aux urgences. Quand on est dans des situations où la compétence est difficile à proposer aux patients, soit parce que vous ne l'avez pas, et la vie est la vie, soit parce que vous n'êtes pas en mesure d'avoir un panel d'individus autour de vous pour vous occuper du patient, eh bien, retarder l'appel d'une équipe capable de faire une admission peut entraîner la mortalité. Alors, un des intérêts de la traumatologie, c'est que ça nous a forcé à réfléchir collaboratif, lieu d'accueil et pluridisciplinaire. Et qu'une équipe, c'est pas que le médecin loin de là, mais c'est pas quand c'est un médecin que l'urgentiste ou le réa. Je vais vous surprendre, il y a aussi des anesthésistes à l'hôpital, il y a des chirurgiens, il y a des radiologues. Qu'est-ce qu'on fait avec nos collègues? Comment on fait? Il n'y a pas que les réamed, il n'y a pas que les urgentistes. Et puis il y a évidemment l'équipe paramédicale qui est déterminante parce que nous, on est censé, in fine, prescrire
Et l'exécution, sur un certain nombre de gestes, c'est pas nous qui la faisons. Tout ceci dans un processus où il est hors de question de réinventer ou d'inventer le circuit du patient au fur et à mesure. On va se casser la figure. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de discussion ou en tout cas de paroles un peu tendues échangées et que les choses soient fluides. Alors, voilà un exemple intéressant de ce qu'on s'est dit à Bicêtre, qui est ma maison, enfin ma deuxième maison, sur l'accueil Trom. Tiens, comment on parle et comment on travaille avec les gens. La première des choses, dans une maison, chez vous, il y a des chambres affectées. Nous, on s'est dit, je suis prétentieux, quand ça a été créé par Samy, et Olivier qui était à la création, qui est là dans la salle, ils se sont dit, la première des choses à faire, c'est déjà de donner à chacun un rôle et un positionnement dans l'espace. Et vous le savez tous ici, ne sous-estimez jamais le positionnement dans l'espace, il est déterminant. Par exemple, ça donne ça. Alors, c'est un malade traumatologique, mais ça pourrait être un malade grave. L'infirmière, elle n'est pas en train de faire la danse du scalp pour du rue, elle est là. En l'occurrence, elle est sur inf. Un observateur éventuel, il n'est pas n'importe où, il est plutôt de côté. L'airway va être géré, l'interne est là. Là, vous voyez, il y a AR pour anesthésiste réanimateur, mais ça pourrait être U pour urgentiste ou R, med pour réamed. Lui, c'est intéressant la position. Il n'est pas le nez sur le malade. On voit déjà la notion de trauma leader ou de leader de la réanimation. Quand vous êtes embourbé dans des gestes ou quand vous êtes sur le malade, vous perdez de vue l'environnement. Vous ne voyez plus ce qui se passe. Et vous ne voyez plus les interactions. Et puis on rajoute quelqu'un qui serait là, ça a sauté sur l'animation, qui serait, tiens, je vais m'occuper des relations extérieures, en particulier de la famille. Ça, c'est la première des choses à faire avec les acteurs, c'est déjà de réfléchir à comment on se positionne dans l'espace pour qu'on n'empiète pas. Alors voilà, ça c'est CHU à Montréal, c'est le moins, il y a Longueuil. Longueuil, c'est pour Montréal, c'est Bicêtre pour Paris, pour les Parisiens. Bon, ça c'est la salle d'accueil dont tu parlais. C'est urgence vitale. Vous avez vu, c'est rikiki. Donc là, on voit déjà géographiquement que ça va être très difficile de positionner des collègues de manière adaptée autour du patient. Il n'y a même pas assez d'espace, on a les fesses qui tapent contre le mur. Bon, on sent que là, ça va être difficile. Voilà un espace qui est un peu plus dédié à l'urgence vitale, qu'elle soit traumatologique ou pas. C'est déjà le premier message. C'est où est-ce que je vais faire. Alors, évidemment, la sauve est importante et je suis le premier à défendre la sauve. Mais il y a sauve et sauve. À un moment donné, il faut être pragmatique. Et il faut réfléchir dans certaines situations à comment je peux, dans un endroit collaboratif où je peux avoir le plus de monde possible, travailler correctement autour du patient, et j'ai préalablement déjà identifié ce que je devais faire comme positionnement. Premier message. Deuxième message, c'est l'équipe médicale. Je vous ai mis là, sur ce travail qui s'intéressait à autre chose. Ce travail, c'est aux États-Unis. Flûte, on en a marre. À chaque fois qu'on engage une trauma team, pour un patient détecté par les paramédics comme grave, c'est un paquet cadeau, et ça, c'est très important, ne réfléchis pas. C'est un menu, c'est pas la carte. Et le menu, c'est Level 1 Trauma Team, ça chauffe, c'est 13 personnes. Sur ces 13 personnes, le leader, c'est un trauma surgeon. Chez nous, il n'y a pas un chirurgien qui va faire son cake sur un malade grave, vous êtes d'accord? Là, pour le coup, c'est réglé, le chirurgien est là pour consulter, vous aider, mais c'est pas lui qui va faire le trauma leader. Là, ça l'est. Vous voyez la place de l'anesthésie, c'est intéressant. Hein, aux États-Unis, ici, c'était plutôt sur un mode collaboratif, j'endors, et puis je gère l'airway s'il y a besoin, et je fais pas plus. L'urgentiste n'est pas loin, et puis vous avez que des donneurs d'ordre, là. Et la partie, bon, à un moment donné, il faut y aller. Alors, vous voyez, on est aux États-Unis, on en dirait un mot, et puis j'ai deux nurses. Ça, c'est compliqué pour les patients qui, in fine, sont pas si graves que ça. Et l'intérêt de ce travail, c'était de dire, bon, il y a un premier triage fait par les IMT, c'est les techniciens de médecine d'urgence, un équivalent qui n'existe pas chez nous. On va refaire très vite à l'accueil un deuxième tri, où on essaye d'affiner le tri. Et en fonction du tri fait par ces médecins, c'est un Revive Trauma Score, c'est un tri physiologique avec 2-3 items, on va adapter à l'accueil une équipe lourde, celle-ci, une équipe un peu plus légère, où là, le leader devient l'urgentiste. Et puis une équipe très légère où le leader est toujours l'urgentiste, mais il y a beaucoup moins de monde, et en tout cas plus d'anesthésistes et plus de chirurgiens. Et ils ont regardé, en fonction des niveaux d'équipe, bon, j'ai pas de pointeur, je suis désolé, sur des patients, somme toute, de gravité adaptée au niveau de l'équipe, vous voyez, la durée d'hospitalisation, la mortalité, et on montre que plus on est grave, plus on meurt, mais que globalement, la segmentation entre l'équipe déclenchée, gravité des patients, mortalité est adaptée. Donc ça, c'est intéressant, ce mécanisme qui est de dire, aux urgences, bien que ce soit des trauma centers qui sont adaptés pour recevoir des patients graves, il y a aussi une foule, une surcharge, ce qu'on appelle l'over-triage, c'est un vrai problème pour eux, et qui s'adaptent. Et quand ils s'adaptent, ils vont faire un switch, le trauma surgeon passe comme trauma leader sur le médecin urgentiste. Alors ils ont même été randomisé ça de manière très intéressante, c'est est-ce que vraiment, aux États-Unis, hein, ce qui est quand même assez novateur, puisque les surgeons sont historiquement à la base des trauma centers, est-ce que vraiment il faut continuer à donner aux chirurgiens le rôle d'un trauma leader ou pas? Ça a été du randomisé dans cette affaire, sur des nombres de patients pénétrants, non pénétrants, et il n'y a pas de différence significative de survie, de mortalité, de durée de séjour, selon que ce soit un chirurgien trauma leader ou pas. Donc ils sont en train de répondre à la question
Quel autre acteur que réanimateur urgentiste? Jusqu'à maintenant, c'était chirurgien. Là, ils sont en train de revenir sur un mode un peu plus européen. Probablement que l'urgentiste ou le réanimateur suffit. Alors, un bémol quand même, et on revient sur on anticipe. Je vous conseille de jamais oublier des acteurs dont vous aurez besoin à un moment donné à la phase aiguë du patient. Quand le patient arrive, plus vite vous avez ces acteurs, ne serait-ce qu'un observateur, O pour orthopédiste, V pour viscéral, N pour neurochir, mieux vous les avez. On anticipe, c'est le maître mot, on anticipe. Et l'idée, c'est que notre patient, on va le chercher pour que dans une heure, on ait anticipé qu'il ait cet état et qu'on ne se retrouve pas à courir après. Deuxième message, le radiologue. Est-ce qu'il y en a besoin à la phase aiguë? La plupart du temps, non. Alors là, pour le coup, que ça soit en réa, que ce soit en anesthésie ou en médecine d'urgence, médecine d'urgence est une spécialité, nous devons être en mesure de faire nos examens ultrasonographiques pour nous donner des attitudes thérapeutiques. Qu'est-ce que j'ai besoin d'avoir à la phase aiguë? Une estimation indirecte du débit? Certainement. De la volémie? Certainement. La capacité à détecter des soucis? Un peu de liquide dans le ventre? Une anomalie pleurale? Un épanchement liquidien gazeux? Un Doppler transcrânien? On doit être capable de le faire. Donc là aussi, la place du radiologue, de première intention, parce qu'il va être essentiel après. Et là encore, c'est très important d'anticiper. On peut se retrouver sur des pathologies moins médicales que traumatologiques avec un besoin de radio-interventionnel où c'est toujours de bon ton d'avoir prévenu qu'on va recevoir tel type du patient, le radiologue, quand vous pensez putativement que vous risquez d'avoir besoin de lui. C'est en fait de la correction, tout simplement de la correction. Maintenant, les moyens non médicaux. Comment c'est adapté? Alors, vous savez qu'en France, on a des sauves, quelques infirmières, une infirmière à la sauve, qui malheureusement est souvent collaborative avec d'autres secteurs. Quand je reprends le modèle trauma américain, là, je vous ai mis en surligné les éléments non médicaux. Alors, il y a un chapelain, il y a toujours, la prière est importante, on dirait un mot, il y a le personnel pour faire les clichés standards. Bon, on peut discuter des clichés standards, mais effectivement, c'est important. Toujours ces fameux techniciens de médecine d'urgence qui sont des vrais, c'est des vraies aides. Hein. Chez nous, ça manque et c'est des vraies aides là-bas. Il ne faut pas négliger. Et puis, 2 nurses quand ça chauffe, 2 nurses quand ça chauffe moins, puis 1 nurse quand ça chauffe pas. Et là encore, il y a moins de médecins, mais la pauvre, on a l'impression qu'elle est un peu au four et au moulin. C'est intéressant parce que sur le même modèle de traumatisé grave, en Europe et en Hollande en l'occurrence, c'est un peu différent en termes de nurses, il y en a 3, une de plus. Mais il y a quelqu'un qui va faire un peu brancardier et soignant, alors qu'on ne l'a pas forcément dans l'autre modèle, c'est les IMT, mais les IMT sont susceptibles de partir. Et puis on a le technicien à laboratoire. Vous voyez, on est toujours sur un modèle d'une équipe constituée, 13 membres, et ça c'est important. Le malade réanimatoire, dans ces modèles-là, certes c'est un modèle traumatologique, mais on pourrait imaginer un modèle de détresse circulatoire. On peut imaginer un modèle de sepsis. Surtout quand l'admission en réa immédiate de votre hôpital n'est pas possible. C'est une équipe dédiée, je sais qu'on rêve, mais bon, tant de membres, et ces membres ont tous une mission. Et quand c'est une équipe réduite pour des raisons de triage dont on peut discuter, elle est franchement réduite. C'est intéressant de voir qu'en Hollande, c'est réduit aux chirurgiens avec globalement 2 nurses. Alors, il y a des recommandations. J'ai même pas été voir celle de la Sauve parce qu'en 2003, elle date de 10 ans. Et malheureusement, on est resté très pudique. On est, de ce point de vue-là, très français. On est resté pudique sur les moyens. Alors, je me suis dit, les Américains sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Allons voir les recommandations de l'ASAP, les American College of Emergency Physicians, qui, un vrai board là-bas, sont des gens très puissants pour ce qu'ils proposent dans l'organisation de la prise en charge de l'urgence vitale dans les départements de médecine d'urgence, avec des concepts. Ce que vous voyez pour APNR, c'est la nurse en fait, mais c'est de la nurse certifiée, donc c'est des infirmières qui font des choses un peu différentes de chez nous, et puis de l'assistant médecin. Là encore, ça couvre tout un tas de concepts. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que je vous ai surligné, je vous le traduis, c'est le responsable département de médecine d'urgence doit affecter par supervision, c'est-à-dire en gros par malade, un nombre de nurses qu'il estime nécessaire en fonction des besoins et des lois. C'est vous dire que même là, on n'a pas la capacité d'avoir un schéma rigoureux de « j'ai besoin d'avoir combien de nurses ». Bon, deuxième chose, c'est qu'ils pensent quand même que tout doit être contrôlé par les emergency physicians, ça c'est une bonne chose. Et troisièmement, on dira un mot, ils disent que c'est très important de maintenir la qualité. Alors, j'ai été dans une littérature que d'habitude je ne regarde pas et qui est passionnante. C'est une littérature, vous savez que la recherche infirmière monte maintenant. C'est vraiment très important qu'on s'occupe de ça en translationnel, en tout cas translationnel médecin infirmier, sur des questionnaires déclaratifs. Comment se sentent des nurses dans des équipes de médecine d'urgence en capacité d'aller médicaliser globalement des patients en structure non réanimatoire et non trauma room ou non emergency room. C'est un petit questionnaire. C'est du déclaratif bien sûr, donc on sait que dans le déclaratif c'est compliqué, on surévalue, mais ce qui est remarquable, c'est de se dire qu'alors que dans ce travail, dans 2 hôpitaux, les infirmières étaient en poste depuis 2 ans,
et que vous avez vu les guidelines américains où normalement il y a de la formation et de la qualité, eh bien, ça a l'air compliqué pour les infirmières de se retrouver autour d'un patient grave. Stressé par le médecin, très intéressant. Comment on parle à nos collaborateurs? Voilà. Comment on gère le stress et comment le non-verbal transcrit des propos différents de ce que nos propos disent. Vous comprenez? Important ça. Et globalement, elles ne sont pas confortables, etc., etc. Alors, il y a eu tout un tas de travaux sur la communication. Vous savez que c'est super simple, en fait. Quand on parle, la plupart du temps, on dit, tiens, s'il te plaît, on prescrit ça. Vous ne refaites pas reverbaliser par la collègue. Moi, pour m'être fait avoir 2-3 fois, maintenant, je fais gaffe, mais ça dépend. Vous savez tous ici que quand on a confiance, on a confiance. On ne fait pas systématiquement reverbaliser. Dans le système anglo-saxon aéronautique ou même sur certains process un peu compliqués militaires, il faut absolument reverbaliser. Genre le Costa Concordia, c'est pas sûr qu'ils aient reverbalisé. Et donc c'est ce qu'ils appellent le closed loop, c'est-à-dire je donne une action à faire, je dois vérifier en retour qu'on a bien compris. Donc on pensait que ça allait... Alors déjà pour nous c'est relativement novateur, on ne le formalise pas, on ne le fait pas systématiquement. Et puis ça va au-delà, et ça c'est un très joli papier, alors je suis désolé, je ne l'ai pas retraduit mais je vais vous le dire, très joli papier d'une revue qui gagne à être lue d'ailleurs, qui est en open access, que je sous-estimais mais qui montre des choses qu'on n'a pas chez nous, et on peut aller sur ce genre de revue assez facilement. Vous voyez, c'est... Bon, on a compris que les trauma leaders, sous-entendu les médecins, devaient donner des infos claires et compréhensibles. Donc déjà, pas 3 actions en même temps, une action à la fois, faire reverbaliser par la collègue, mais ça ne suffit pas. Et c'est ce qui est dit là, c'est les trauma leaders doivent considérer que le répertoire du comportement des connaissances les met dans des situations où l'interaction et le ressenti va bien au-delà des paroles. Ça mène directement à... Quand on parle d'acteurs autour d'un patient réanimatoire, on va être obligé de réfléchir en groupe. Déjà, on ne peut plus réfléchir entre médecins. On a besoin de nos collègues soignants. C'est des collègues, ils ont des compétences qu'on n'a pas et vice-versa. Et que le verbal ne suffit pas. Et vous le savez tous ici. N'empêche qu'ils font un petit papier, ils le décrivent, et ça, c'est intéressant. Ça nous amène plein de réflexions. Alors, ça amène, clairement, il va falloir ce qu'ils appellent la crisis resource management, c'est-à-dire le management de la ressource humaine en situation de crise. Alors, qu'est-ce que c'est la crise? Pas forcément une situation de crise telle qu'on l'imagine, c'est une situation aiguë, c'est une situation de tension sur des ressources, sur des compétences, etc. Et que là, on est obligé de raisonner en simulation d'équipe. Alors là, je reprends une casquette simulation, c'est pas facile de mettre autour de la table des collègues médecins qui vont être challengés avec des soignants en équipe et pour lesquels le débriefing sera commun. C'est loin d'être facile, on a une sorte de révolution intellectuelle à faire, de désacralisation de notre connaissance et de notre rôle. D'ailleurs, plus vous êtes sûr de vos connaissances, plus vous êtes sûr de vos limites, et plus vous êtes conscient qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, qui est un vrai souci, ça. Hein. À quel moment vous savez que vous ne savez pas, mais à quel moment vous ne savez pas que vous ne savez pas, avant de tomber sur le cas. Voilà. Et l'adaptation des besoins, le chaplain, ça m'a beaucoup amusé. Vous savez je vous conseille de lire le BMJ à Noël. Ils ont fait un très beau travail sur la durée de vie d'une boîte de chocolat. Et c'est les Anglais, il y a que... Ils ont mis une boîte de chocolat dans un service et ils se sont dit ça m'a frappé la boîte de chocolat parce que moi je ne veux jamais me servir comme une boîte de chocolat. Bon bref. La boîte de chocolat, ils se sont planqués derrière les plantes, ils ont regardé qui vient la piquer. Donc la demi-vie d'une boîte de chocolat est de 4 heures et globalement, les médecins étaient les premiers qui venaient la piquer. Bon, c'est intéressant. Le chaplain, c'est la prière. Est-ce que c'est important d'avoir un homme de Dieu présent auprès du patient en situation grave? Vous savez qu'il y a un très beau travail en anesthésie où, avant chair cardiaque, ils ont fait un groupe randomisé. Vous demandez à voir la prière, vous l'avez, pas de problème, et puis vous ne demandez pas, vous ne l'avez pas. Et globalement, le stress post-anesthésie a été très supérieur dans le groupe de ceux qui ont eu le padré. Je crois qu'il y avait un imam, mais je suis pas sûr. Enfin, un homme de Dieu en fonction des religions. Parce que les gens se sont dit, flûte, s'il est là, ils avaient oublié que c'était une étude, ça doit être vraiment grave. Et globalement, là, c'est un travail intéressant sur est-ce que la religion prévient du risque sur la survie, enfin d'un impact sur l'outcome. Dieu merci non, mais bon. Dernier point, pour nous tous ici, c'est la différence entre un consultant et nous qui gérons le patient. Moi, les consultants, de temps en temps, je suis un peu agacé. Il arrive en chaussons, il donne un avis docte, qui la plupart du temps, il faut voir le scanner, c'est quand même important. Et puis derrière, quand il faut commencer à effectuer un transport intra-hospitalier, et je ne vous parle pas d'inter en pavillonnaire, et je vais devenir lyonnais, je vois ce que c'est le pavillonnaire maintenant, là, bizarrement, l'équipe se contracte. Vous avez tous remarqué ça. Or, c'est par définition une des phases les pires. C'est là où on prend le plus de risques. Et c'est penser absolument à ces collègues qui vont nous aider à brancarder. C'est là aussi on a un travail collaboratif à faire. Donc quand Eco Message, je crois qu'ici on va tous dire la même chose. Il y a un vrai enjeu maintenant, j'en suis convaincu, à créer du lien, à travailler les moyennes,
La chaîne n'a de force que sur le maillon le plus faible. C'est extrêmement important qu'on s'assure de la qualité de nos maillons. Le travail médecin-soignant, c'est devenu une obligation. On va faire du translationnel là-dessus. Ça ouvre des champs remarquables qui vont être adaptatifs en fonction des structures. Et l'idée, c'est pas l'un plutôt que l'autre. C'est qui, dans la structure actuelle, est le plus à même pour prodiguer les soins de qualité, collaboratif, et la sauve n'a d'intérêt que parce qu'on est collaboratif. Ça veut dire qu'il faut appeler les gens dont on va avoir besoin de manière prévisible dans les 6 heures, il faut les prévenir, quels que soient ses collègues, y compris les chirurgiens, il faut que le chirurgien soit là. Évidemment, c'est pas lui qui va dire on prend pas le malade. Un orthopédiste va pas vous dire oui super, je vais passer le nid debout, tu vas le prendre. Plusieurs de nous disent ah bon, ça il décide pas, nous on décide. Mais c'est ça la force, c'est le lien, et en particulier avec les autres acteurs que réanimateurs et urgentistes. Et il y a beaucoup de monde autour de nous, il ne faut jamais l'oublier. Je vous remercie.